Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Tademi Talks. Aujourd'hui à mes côtés, François Familiari. Salut François. Bonjour Sofiane. Ça va? Très bien, merci. T'as la forme? On est à Paris, on a les rues en effervescence derrière nous à quelques jours des JO. Un beau temps, on est plutôt bien, on a de quoi passer un bon moment tous les deux. François, tu as grandi dans l'ouest parisien, au sein d'une famille bienveillante qui a toujours été derrière toi pour tes études. Tu t'es pris de passion pour la musique très tôt au point de vouloir même y faire carrière. Puis finalement, la vie t'a mené dans la tech et à ce métier d'ingénieur avant-vente que tu as exercé plusieurs années avant de devenir manager plus récemment. Nous nous sommes rencontrés en 2020, en plein Covid, alors qu'on travaillait tous les deux dans l'entreprise qui a fait le plus parler d'elle pendant la pandémie. On va y venir. Je suis hyper content de t'avoir avec moi aujourd'hui et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir, Sofiane. C'est un vrai plaisir d'être là. On va parler du métier d'avant-vente dans quelques instants. C'est un métier qui n'est pas si connu que ça par on va dire le plus grand nombre. C'est un métier qui a plusieurs noms aussi, Solution Engineer, Sales Engineer, avant-vente, consultant, enfin voilà, on va démystifier un petit peu ce métier dans quelques instants. Mais avant ça, c'est intéressant de comprendre comment tu en es arrivé là et commencer par le contexte familial dans lequel tu as grandi, si tu veux nous en dire un peu plus. Ouais, bien sûr. Alors, voilà, moi, comme tu l'as dit, je suis originaire de la banlieue ouest. J'ai grandi dans une famille avec une maman institutrice et un papa artisan dans le chauffage. Donc, voilà, un milieu plutôt modeste, classe moyenne, pas modeste, mais classe moyenne, on va dire. Et puis voilà, et puis très jeune, j'ai eu vraiment cette passion rapidement sur tout ce qui était musique, sur tout ce qui était cinéma aussi, la technologie, enfin tous ces éléments-là sont vraiment été quelque chose qui m'ont touché et qui, voilà, je me suis vraiment pris de passion pour ça durant ma jeunesse. Et comment elle s'est matérialisée cette passion pour la musique? Tu as pris des cours, d'où ça t'est venu? Je crois que tu as récupéré une vieille guitare de ta maman, il me semble. Comment ça a démarré? Ouais, ça a démarré forcément par un premier choc musical, une écoute, l'écoute de la radio et puis des morceaux vraiment qui te touchent quand tu es adolescent. Et puis, il y avait cette guitare qui traînait à la maison, une vieille guitare classique qui était celle de ma maman, qui gratouillait dans sa jeunesse. Et puis, je me suis mis vraiment... je me suis mis à essayer de faire des choses avec cette guitare parce que j'avais envie de reproduire ce que j'entendais et c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé vraiment à me plonger dans la musique. Tu as appris quand même plutôt en autodidacte. Je crois que tu as pris des cours à un moment mais que c'était pas trop ton truc, les cours de musique, donc tu as continué en autodidacte. Ce côté autodidacte chez toi, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de ton parcours, donc je trouve que c'est intéressant. Tu as un groupe de musique en fait depuis très longtemps. Cette passion, elle a commencé vers l'âge de 11 ans, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et puis, à partir de quel moment tu as monté ce groupe de musique avec Ouais, je vais avoir 15-16 ans avec un de mes meilleurs potes, toujours mon meilleur pote, qui s'est mis à la batterie. Et puis, voilà, on s'est mis à répéter à deux pendant très longtemps dans les bureaux de son père, tous les samedis. Et c'est comme ça un petit peu qu'au fur et à mesure, nos différents... Le groupe d'amis qui gravitaient un petit peu autour, chacun a commencé à prendre un instrument et puis ça dure depuis plus de 20 ans où maintenant on a ce créneau, ce groupe de potes. Tu as réussi à garder ce groupe de potes malgré le boulot, les carrières parfois différentes, tu as réussi à maintenir ça dans ta vie quand même. On a réussi à le maintenir avec ce côté, une sorte de discipline sur un créneau qu'on conserve fin de semaine, vendredi soir, où on se réunit tous, qui est un peu notre moyen aussi de faire une transition entre chacun notre monde professionnel très occupé et puis la partie week-end familiale où on va plus se consacrer à nos familles. Et puis, vous avez un peu ce rituel qui est là, exactement, qui est ancré et que vous avez réussi à maintenir, ça c'est vraiment top. La musique, c'est si ancré en toi depuis si tôt que tu as même songé à en faire carrière, je le disais en introduction. Tu t'es dirigé vers des études d'ingénieur du son. Avant qu'on parle de ça se passait comment à l'école? Avant ça, en primaire, collège, lycée, tu étais plutôt un bon élève? Oui, j'étais un élève qui était pas mauvais, on va dire. J'avais pas besoin de beaucoup travailler pour m'en sortir, donc j'avais des notes à peu près moyennes. Je m'en sortais comme ça et ça m'allait très bien. J'avais des parents dont la préoccupation était de dire, voilà, si tu ramènes des notes convenables, finalement, on va te laisser la liberté, on va te laisser faire ce que tu souhaites. Et je pense que ça m'a aussi permis finalement de m'exprimer sur tout un tas de sujets et d'être assez libre finalement
Ouais, parce que tu n'as pas eu cette orientation de la part de tes parents qui voulaient que tu fasses telle carrière ou que tu voulais... Enfin, vraiment Non, pas. non, la preuve en est, c'est que j'ai suivi un cursus, on va dire, un peu traditionnel, général. J'ai passé mon bac S, etc. Et puis après, quand je suis arrivé, que j'ai dit, bah, moi, j'aimerais me faire des études d'ingénieur du son, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai pas eu d'objection, on m'a même plutôt accompagné. Et puis tu as été soutenu aussi financièrement. Tout à fait. Parce que tout à fait. tu faisais une école qui était une école privée. Ouais, tout à fait. Les écoles d'ingé son. Oui, et mes parents m'ont suivi là-dessus, sans vraiment trop se poser de questions. Donc ouais, non, je les remercie là-dessus parce que c'est vraiment, j'ai eu ce confort et ce confort de choix et cette liberté. Ouais. Donc vraiment full confiance, tu grandis dans ce cadre qui te permet de t'exprimer pleinement et de pas trop te prendre la tête sur la next step, le plan, qu'est-ce que je dois faire. Donc vraiment, tu vas with the flow comme on dit un peu en anglais, tu te laisses aller, tu te laisses porter par tout ça. Ça c'est top, mais pendant tes études d'ingé son et puis au moment où tu as tes premières expériences pro en tant qu'ingé son, c'est un peu la désillusion, si je comprends bien. Tu avais certaines attentes ou tu idéalisais peut-être un peu ce métier aussi de par ton amour pour la musique et ça se passe pas exactement comme prévu. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, effectivement, quand on est au sein de l'école, dans cet environnement, on s'imagine beaucoup de choses, on vit un petit peu en vase clos, on touche à tout un tas d'activités qui finalement vont pas être vraiment un reflet, en tout cas à mon époque, ne vont pas être un reflet de la réalité vraiment du métier, du terrain. Et c'est vrai que très vite, je vais être confronté à cette réalité en sortant de l'école toute cette complexité d'aller trouver un job qui t'intéresse, un job une activité que tu as envie de poursuivre, que tu idéalisais, tu te rends compte que le chemin il va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Et je pense que j'ai commencé un peu à douter à cette période-là. Ouais, tu as commencé à douter. Qu'est-ce que tu décides de faire du coup Alors, tu te rends compte que ça te plaît pas. Ouais, à l'époque, je suis déjà avec ma compagne actuelle, donc c'est vrai qu'elle a déjà un métier beaucoup plus stable. Elle a fait des études beaucoup plus traditionnelles dans l'agroalimentaire, et donc finalement, je me dis après 1 an et demi, il faut que je trouve quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec ça. On a des projets ensemble, il faut qu'on trouve cette routine. Donc je vais le conserver toujours cette partie-là, mais je vais la mettre un petit peu plus en retrait. Et puis, je vais tout simplement essayer de voir si les compétences que j'ai aujourd'hui, plutôt liées à l'audiovisuel, de par mes études, peuvent être réutilisées dans un autre cadre, contexte. Mmh. Et c'est notamment là que je vais trouver effectivement un premier job dans une entreprise qui, à l'époque, on fait de la visioconférence, un terme qui m'est complètement étranger, quoi, et qui cherche un premier profil de support technique, de hotline, basiquement dans ce contexte-là. Donc tu commences vraiment sur du support technique, c'est un peu le premier pas dans la tech, c'est comme ça que s'opère cette transition. Et il y a aussi cette passion qu'a ton père pour la tech quand même qui était présente dans ton enfance. Ton père, il était quand même pas mal à la pointe de la technologie. Est-ce que tu peux nous raconter ce souvenir que tu as avec lui? Ouais, bien sûr. Ouais, mon père a toujours été a toujours eu cette appétence pour la technologie, que ça soit au niveau électronique, parce qu'il adorait l'électronique. Enfin, il adore l'électronique toujours. Il me construit mes amplis guitare qui soudent lui-même avec les lampes, etc. Et puis, on a eu ce premier ordinateur portable à la maison, qui était dans une mallette d'homme d'affaires hyper lourde qu'on ouvrait avec la petite imprimante sur ruban à côté. Quelle année, ça, à peu près ? Écoute, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que je devais avoir entre 13 et 14 ans. Donc ouais, ça devait être 80. Ouais, non, enfin 90 plutôt. Enfin 90. Je suis pas foufou en calcul mental. J'étais meilleur avant. Et donc du coup, effectivement, je commence un petit peu à toucher à cet ordinateur. Je l'aide même à faire certains trucs. Je sais qu'il lance sa boîte et donc il a besoin de faire des factures, des trucs comme ça. Et donc je touche un peu à ces traitements de texte. Et puis forcément, avec les disquettes, tu essayes de lancer des jeux avec des petites commandes. Enfin voilà. Ok, donc finalement, c'est un peu ça la première interaction que tu as avec la tech, sans trop te rendre compte que tu vas faire carrière dans ce domaine-là. Donc tu commences sur un job support, et puis là, quand tu commences, niveau salaire, tu es vraiment... Je recommence à zéro, donc je suis vraiment effectivement sur le salaire, j'ai envie de dire minimum. Après, c'est pas quelque chose qui m'inquiète au début. Je pars dans une nouvelle aventure, je me dis pas
c'est quelque chose qui, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas si je vais parvenir en tant qu'ingé son à un moment donné, si je vais pas rebondir sur autre chose, donc je me lance dans cette aventure, j'ai ce salaire, faut bien commencer, et puis finalement je suis plus là à me dire, je vais acquérir de l'expérience dans une entreprise plus traditionnelle, chose que j'ai pas forcément connue, et puis je vais voir ce que ça donne. Ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi-même, quand j'ai été diplômé de mon école de commerce, j'ai commencé chez Salesforce dans le cadre d'un graduate programme. Mais en termes de salaire, c'était pas hyper compétitif. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais j'avais des camarades qui avaient justement eu aussi cette opportunité-là et qui ne l'avaient pas choisi parce que justement le salaire ne leur convenait pas. Et un peu comme toi, finalement, moi j'ai fait le choix d'aller dans un groupe où je pouvais apprendre des choses, aussi bien pour moi que pour toi. Ça a quand même payé sur le long terme, ce choix. Donc c'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas forcément être omnibulé aussi par le salaire. Cette composante-là, c'est pas ce qui va être complètement déterminant pour la suite. Ça joue, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais toi, c'est pas ce qui te drivait en priorité, l'aspect financier. Tu t'es pas dit, je vais aller dans ce secteur parce qu'il y a de l'argent à cette époque. Non, pas du tout. Et c'est vrai que je me rendais même pas compte du potentiel que ça pourrait avoir dans les années futures. Ouais. Il n'y avait pas ce plan en se disant, je vais entrer dans ce secteur-là parce que je sais que demain ça va exploser, ça va payer. Et puis après, c'est toujours pareil. J'avais ma compagne qui avait un métier, donc en soi, je pouvais aussi me permettre de me dire, bon, aujourd'hui le salaire n'est pas extraordinaire. Mais on peut vivre à deux. Il y avait les arrières qui étaient quand même assurés. Voilà, tu pouvais exactement. te permettre de prendre ce risque. Ce risque, tu l'as pris. Tu changes de boîte, tu vas avoir une autre expérience ailleurs. Et puis tu te rends compte que oui, ça aide quand même de changer de boîte pour progresser dans sa carrière. Quand tu quittes cette première entreprise, tu vas dans une autre. Là déjà, tu fais un jump de salaire. Qui à l'époque est quand même, je crois, c'est quoi, on parle de 20, 30%. Ouais, voire même un petit peu plus, ouais, entre 30 et 40% facilement. Bon, effectivement, comme tu partais vraiment d'un minimum, ça reste, c'est devenu un salaire, on va dire, convenable à partir de ce moment-là. Et là, tu fais quelque chose qui se fait beaucoup dans notre secteur, ce qu'on appelle le boomerang. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le boomerang ? Ouais, tout à fait. Donc, en fait, tout simplement, donc je pars chez cette entreprise extérieure qui est un concurrent direct, et puis au bout de, je sais pas, moins d'un an, je retourne dans ma première entreprise. Via vraiment des circonstances assez anodines, c'est-à-dire que j'ai gardé du contact avec des anciens collègues, je suis invité à un barbecue un été, en l'occurrence pendant ce barbecue il y a aussi mon ancien patron qui est là, donc on discute, et puis au bout d'un moment il me dit, bon allez François, arrête de déconner, écoute, t'étais mieux chez nous, reviens chez nous, je te propose un nouveau poste, un meilleur salaire, reviens, etc. Ok, donc là on voit clairement l'influence du réseau, le réseau, même l'entourage, par exemple l'influence de tes parents sur la musique, sur la technologie avec ton père, le fait de ne pas avoir réellement autour de toi quelqu'un qui exerce le métier d'ingénieur du son pour vraiment comprendre les réalités de ce job-là, ce qui fait que finalement, tu te rends compte par toi-même que ça ne te plaît pas, mais c'est peut-être pas bien grave, ça fait partie aussi du chemin. Et là, le réseau avec le contact que tu as gardé, que tu as continué d'entretenir, qui te permet de retourner dans cette boîte-là. Bon, c'est un peu rigolo parce que moi aussi, je suis passé par cette étape-là. Et d'ailleurs, on s'est connus chez Zoom, puisqu'on ne les a pas encore cités, on va en parler tout à l'heure. Au moment où je suis parti de Salesforce pour ensuite y retourner, donc entre ces deux expériences-là, j'ai eu Zoom et j'ai eu l'immense honneur de faire ta connaissance à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui se fait, ce terme boomerang, il est rentré un peu dans le vocabulaire. Et comment t'expliques ça ? Tu penses que qu'est-ce qui justifie le fait que des personnes fassent des boomerangs ? Moi j'ai ma petite idée, mais... Écoute, je pense qu'à un moment donné, quand on est dans une entreprise, il y a toujours ce côté où finalement, les boîtes de tech, ça va assez vite. C'est des sociétés qui bougent assez rapidement. Et tu te retrouves vite à te dire, bon, ok, j'ai ce job depuis 2, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais rester dans cette routine ? Comment je peux évoluer ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas non plus hyper évident d'évoluer dans les entreprises, surtout dans des entreprises
de taille assez importante, même s'il y a des programmes, des choses comme ça qui accompagnent. Il y a vraiment des cadres où parfois c'est assez restreint aussi. Ouais. Et donc c'est vrai que le côté, je vais un peu saisir une opportunité à l'extérieur qui va peut-être, même sur un job équivalent, peut-être renouveler un petit peu l'intérêt que j'ai de mon job. Et puis finalement, tu te rends compte au bout de 1 an, 2 ans que t'étais pas mal aussi, que tu as tes anciens collègues, tu as toujours tes connaissances. Voilà, enfin, je veux dire, il y a tout ce contexte-là. Et moi, je sais que j'ai toujours eu de l'affection, et j'en ai toujours, pour les personnes que j'ai connues tout au long de ma carrière. Et je trouve que c'est important de garder ces liens. Tu le disais, l'importance du réseau, l'importance de quitter ces entreprises en bon terme. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Tu sais jamais de quoi demain sera fait, tu sais jamais qui tu recroiseras demain. C'est sûr, c'est primordial. Et il y en a pour qui, je sais que ce move de boomerang, il y en a pour qui c'est prémédité. Tu vois, il y en a pour qui ils se disent en fait, j'arrive pas forcément à obtenir ma promotion ou le salaire que je veux, donc je vais partir, puis je vais revenir. Et c'est vraiment, c'est prémédité pour le coup. Alors que pour toi comme pour moi ça ne l'était pas du tout. Moi au moment où je quitte Salesforce pour aller chez Zoom, j'ai pas cette idée dans ma tête que j'y retournerai un jour. Je m'étais même d'ailleurs dit que ça y est, c'était fini. Puis finalement la vie fait que, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça s'est fait, mais c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Et pour toi c'est pareil, tu t'imaginais pas retourner dans cette entreprise, pourtant une opportunité s'est présentée, et là quand tu y retournes, tu as cette opportunité de devenir ingénieur avant-vente. C'est là que ton histoire avec le solution engineering, comme on l'appelle en anglais, commence. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est un peu la toute première fois qu'il crée ce job, je crois, dans cette société-là, et il te propose de t'en occuper. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si c'était énormément développé à l'époque. J'ai pas l'impression, en tout cas moi, dans l'écosystème dans lequel j'évoluais, pas trop, l'écosystème intégrateur de solutions. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai mon boss qui arrive et qui me dit, écoute François, viens, si tu es d'accord, viens, on va faire de l'avant-vente. Je fais, mais de quoi tu me parles? Et effectivement, on commence un peu à échanger là-dessus. Et je dis, écoute, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui peut renouveler mon intérêt, je vais apprendre des choses. Allons-y, tentons l'expérience ensemble, quoi. Ok. Ce qui est intéressant, François, c'est qu'il y a quand même une constante aussi dans ton parcours. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est souvent des opportunités qui te sont présentées. Il y a ce côté avec toi où il y a un peu d'opportunisme en fait à chaque fois, ce qui n'est pas péjoratif, mais je l'ai dit aussi, il n'y a pas, en tout cas dans ce début de carrière ou même dans ta jeunesse, ce truc de je vais avoir un plan, je vais faire les choses comme ci, comme ça. C'est plus je me laisse aller et je vais voir où ça me mène. Comment t'expliques ça en fait, que t'attires, on peut parler de la loi de l'attraction, on peut parler de plein de choses, mais moi j'ai ma petite idée parce que t'es quelqu'un que j'aime énormément, donc je sais pourquoi t'attires tout ça. Mais qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Oui, alors après, je pense qu'il y a une histoire un peu d'état d'esprit là-dessus. Et c'est vrai que on en discutait un tout petit peu en préparant ça. Moi, je m'étonne moi-même un petit peu de cette analyse parce que je suis quelqu'un qui est relativement assez cartésien, tu vois, dans ma vie personnelle, que ça soit pour avoir un enfant, pour avoir un truc comme ça. Tu vois, je réfléchis à beaucoup de choses, etc. Et puis, sur cet aspect-là, effectivement, je me laisse un petit peu porter, sans me poser trop de questions, en regardant un petit peu. Alors après, honnêtement, je pense qu'il y a un effet qui est lié à l'éducation. Je suis convaincu que la manière dont tu interagis, la manière dont tu te comportes avec les gens, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur la manière dont tu es perçu, comment les gens, finalement, ont envie ou pas de te proposer des choses, de te donner ta chance. Et pour moi, je pense que c'est le point de départ aussi. Après, il y a certainement tout un tas d'aléas, d'être là au bon moment, d'avoir saisir ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Mais il y a ce côté, je pense, vraiment attitude, éducation, la manière dont tu te comportes avec les gens, dont tu... Bah oui, mais je le disais en introduction, que pour moi, tu as grandi dans un cadre bienveillant, et je pense que c'est cette bienveillance aussi qui ressort à travers toi. On sent que tu es un gentil, et vraiment, c'est hyper sincère. C'est comme ça que... C'est la toute première impression que j'ai eue en échangeant avec toi, et puis en apprenant à te connaître. Et maintenant qu'on est amis, je le sais, mais moi, c'est un peu pareil aussi, cette éducation-là. Je sais que ma mère, fallait faire hyper attention à la façon de s'exprimer, à la façon de parler, à la façon de se présenter. Tu vois, il y a tout un cas de moi, mon père... dans les rares conseils un peu de vie rabâchés dont je me rappelle, il me disait toujours il faut juste que tu laisses ta place propre. Laisse toujours ta place propre. C'était la phrase à chaque fois.
C'est vrai que je pense que ça joue quand même. Ça. Donc, toi, là, tu as cette opportunité d'aller sur ce job d'avant-vente et tu découvres ça. Tu n'avais jamais entendu parler de ce métier avant. Non, non, je n'en avais pas entendu parler. Je découvre un petit peu vraiment avec ce patron, ce responsable qui va m'accompagner, qui va me donner un peu des clés. Et c'est vrai que je vais apprécier ça parce que finalement, je passe d'un monde où j'étais vraiment sur l'après-vente, le post-sell, sur du support, sur du déploiement, etc. Donc, intervenir là où finalement les choses ont déjà été décidées, à un monde où je vais avoir beaucoup plus d'influence finalement sur le business, sur la manière dont on va designer les choses, sur la manière dont on va avancer avec un client. Et c'est vrai que ce côté un peu plus stratégique, ça m'émule beaucoup et ça m'intéresse énormément à ce moment-là. Et là aussi, tu as appris sur le tas. Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait définir ce métier à ceux qui nous suivent? Ce métier d'avant-vente, on l'a dit, il y a plusieurs noms. Comment tu pourrais le décrire, ce métier? Moi, aujourd'hui, quand j'en parle aux équipes avant-vente ou même aux commerciaux, je le matérialise réellement comme on fait partie intégrante de l'équipe commerciale. Et pour moi, c'est le point de départ. C'est-à-dire que notre but à tous, et même l'ingénieur avant-vente, c'est de vendre une solution, de proposer la meilleure solution, à la fois pour le bénéfice de l'entreprise, mais pour le bénéfice du client. Et il y a ce positionnement qui est très intéressant de l'avant-vente, de se dire que vis-à-vis du client, on a cette casquette un peu de... alors, j'aime pas trop le terme, mais ça le décrit bien, de trusted advisor, de personnes de confiance, techniquement, à qui tu vas donner ta confiance, alors que finalement, quand tu te retrouves au sein de l'entreprise, tu as cette casquette commerciale où il faut quand même avancer sur le projet client, il faut réussir à signer ce client. Et donc, le mix des deux entre cette partie commerciale et cette partie un petit peu plus technique, parce qu'on a quand même une grosse partie de notre métier qui est d'accompagner techniquement, d'être un peu plus, on va dire, d'avoir une meilleure connaissance des solutions et notamment des solutions techniques auprès des commerciaux, qui est très très importante. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, pour compléter ce que tu dis, c'est le fait qu'on ne soit pas entièrement drivé par l'aspect financier de je veux conclure une affaire commerciale, je veux closer un deal, comme on dit, mais qu'on soit aussi porté sur trouver une solution à des problèmes. Et donc, ça demande vraiment de l'empathie pour se mettre à la place de ton client, pour le comprendre et comprendre les problématiques auxquelles il fait face et aussi comprendre quel est son métier. Et ça qui est assez passionnant quand on travaille dans des entreprises comme les nôtres, on échange avec tellement d'industries différentes que finalement, il n'y a aucune industrie qui est complètement inconnue pour nous. On connaît globalement les enjeux de toutes les industries qui composent notre paysage économique, on va dire. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que oui, il y a une dimension commerciale, oui, in fine, on va vendre quelque chose, mais on est dans une entreprise qui est dans cette logique-là aussi, donc c'est normal. Mais il y a aussi cette notion de se dire, je veux pas tout vendre à tout prix et je veux vendre des choses qui ont du sens pour le client. Moi, c'est une dimension du métier que j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'aussi, il y a ce côté un petit peu éthique dans la manière d'aborder les choses qui est très intéressante. Et puis tu le disais, je me souviens, c'est quelque chose dont on a échangé lorsqu'on s'est rencontrés. Finalement, le métier d'avant-vente d'une entreprise à une autre, il peut être fondamentalement différent. Bien sûr. Ça dépend de la technicité des produits, ça va dépendre aussi du positionnement que veut donner l'entreprise à ce rôle-là. Et je me souviens très bien que nos premières discussions, quand tu arrivais de Salesforce et tu me disais, mais moi, c'était pas ça le métier d'avant-vente. Ouais, c'est vrai que c'était assez différent. C'est hyper important de mentionner ça parce que dans ce métier d'avant-vente, donc on dit ingénieur avant-vente, dans Solution Engineer, il y a ce terme d'ingénieur. Alors tout de suite, ça nous renvoie au fait qu'il faille être ingénieur. On voit le truc comme étant hyper technique. Alors c'est vrai que dans certaines boîtes de la tech, ça va être un métier très technique où il va falloir maîtriser peut-être du langage programmatique sur certains métiers. Dans certaines entreprises, je ne pourrais pas exercer ce métier d'ingénieur avant-vente parce que moi, je suis vraiment un profil plutôt commercial. Mais c'est un peu pareil pour toi aussi, tu n'avais pas de connaissances techniques pures. Alors il y avait ce côté quand même de connaissances audiovisuelles, tu avais touché à des logiciels de production musicale, etc. Mais c'était quand même bien loin de ce que tu avais étudié. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans ce cas-là, tu
tu t'adaptes, tu apprends un peu sur le tas. Je me souviens avoir fait à une époque pas mal de recherches sur les réseaux. À l'époque, quand je suis arrivé dans ma première entreprise de visioconférence, tout se faisait sur ce qu'on appelait du RNIS, hein, les lignes téléphoniques. Et puis est arrivé l'avènement du réseau, faire tout sur l'IP. Et là, moi, j'étais complètement à la rue. Et c'est vrai que tu es obligé de t'adapter. C'est un métier où tu es aussi obligé finalement d'être dans une constante apprentissage, une constante formation. Tu dois apprendre, tu dois te tenir à jour des technologies. Et si tu aimes la technologie, finalement, tu le fais plus ou moins naturellement. Bien sûr. Mais je trouve aussi que c'est un métier dans lequel on peut être assez sujet au syndrome de l'imposteur, peut-être un peu plus que dans d'autres métiers, parce que comme il y a ce besoin constant de se renouveler, de renouveler ses connaissances, quand tu te sens un peu juste sur certaines connaissances, t'es vite pris de doute. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi chez Zoom, tu le sais, parce que tu as été un mentor pour moi chez Zoom, tu m'as énormément aidé à appréhender mon job et je suis hyper reconnaissant pour ça et je t'en remercie encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi je découvrais le monde du réseau, alors tous les protocoles, enfin voilà, proxy, machin, enfin j'ai tout appris chez Zoom et sur le moment c'était pas évident, tu dois sortir de ta zone de confort. Mais je me souviens, ça me passionnait. J'échangeais avec Pierre qui m'expliquait les concepts de sécurité, la disponibilité. Et j'étais là, oh ouais, le bug bounty. Tu sais, j'apprenais plein de termes que je connaissais pas, ce qui était hyper enrichissant pour moi. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un peu intimidant. Tu te dis, ah ouais, est-ce que je vais être à la hauteur pour le job? Alors que finalement, il y a quelque chose qu'on me répétait assez souvent. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, que mes managers me répétaient assez souvent. C'est, tu en sauras toujours plus que le client, déjà. Parce que en fait c'est ton quotidien. Alors pour toi, il y en a toujours autour de toi dans la boîte qui ont l'air d'en savoir bien plus que toi parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps et c'est normal. Mais tu n'as pas à douter car tu en sauras toujours plus que ton client. Tu auras toujours des choses à lui apprendre. Non, je suis assez d'accord avec ça. Et puis il faut conserver une confiance en soi. Il faut ne pas hésiter de temps en temps à dire je n'ai pas la réponse. Mais je vais revenir avec une réponse. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce que je dis souvent aux avant-ventes de l'équipe. C'est je leur dis, n'hésitez pas, quand vous n'êtes pas sûr, à dire que vous ne savez pas. Et à revenir avec une réponse. La seule chose que je pourrais reprocher finalement à un avant-vente, à quelqu'un de l'équipe, c'est d'avoir pris un engagement de revenir vers la personne et de ne pas l'avoir fait. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, on essaye de créer une confiance, une relation de confiance avec le client. On peut ne pas savoir tout. Par contre, si on s'engage à revenir avec une réponse, il faut qu'on tienne notre engagement. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette notion de confiance elle est primordiale sur ce job et c'est aussi pour ça que j'aime ce métier parce que je trouve que ça donne du sens. On va continuer un tout petit peu de parler de ce métier-là et puis on va continuer aussi sur ton parcours pour en arriver jusqu'à ton expérience de manager. Ça va m'intéresser d'avoir ton point de vue sur ce métier-là. Un job d'ingénieur avant-vente, ça ouvre quelle perspective? À quoi on peut s'attendre aussi en termes de salaire? Alors, en début de carrière, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu des idées là-dessus? Oui, je pense que ça dépend, on peut donner quelques chiffres, je pense que ça dépend un petit peu ça dépend des entreprises, ça dépend de la taille des entreprises, ça dépend du type d'entreprise. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus rémunérateurs que d'autres. Si je parle en tout cas de ce que je connais, je pense qu'un ingénieur donc dans le milieu, on va dire des communications, un ingénieur avant-vente en début de carrière va être aux alentours de 40-50 cas annuels. Et puis après, ça peut monter à plus du double pour des profils plus seniors, pour des profils qui ont de l'expertise, qui évoluent peut-être dans des niches aussi. Hein. Il y a des niches en termes de technologie qui font que les profils sont plus recherchés et donc qui sont un peu plus rémunérés. Ok, et c'est quoi les perspectives d'évolution quand tu fais ce métier-là? Alors je sais que dans pas mal d'entreprises tech, on a cette notion de grade où on évolue avec différents rangs. Il y a cette voie-là et il y en a aussi d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, il y a bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, il y a l'évolution vers un métier plus commercial et j'ai vu plusieurs autour de moi profils qui sont passés d'avant-vente à commercial avec du succès. Hein. Donc ça, c'est une première voie. Si vraiment on sent qu'on a envie un peu de laisser la technique de côté et que vraiment le côté stratégique, planification commerciale, relation client est importante, on peut effectivement se diriger vers ça. Et puis, il y a des profils qui vont aussi se diriger vers plus de technicité, plus de connaissances techniques. Ça peut être ce qu'on appelle architecte, solution architect, avec des spécialités qui vont vraiment intervenir en tant que spécialistes sur des dossiers plus stratégiques. Et
on va comme ça avoir une hiérarchie qui va être au sein des entreprises, avec jusqu'à des profils comme on a aujourd'hui, notamment chez Zoom, de distinguished architects, où on a des personnes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, à de top en termes de technicité, qui sont en relation directe avec le product management. Et c'est aussi une voie, le product management, c'est-à-dire qu'il y a aussi des profils qui décident d'aller se diriger vers la gestion du produit. Alors quand on parle de product management dans la tech, ça paraît un peu obscur. On se dit quoi, un produit, mais c'est pas un truc tangible nécessairement comme dans l'agroalimentaire ou quoi. C'est quoi le product management? Alors de ce que j'en connais, hein, humblement, j'ai envie de dire, pour moi le product management, c'est vraiment gérer la vie du produit, gérer son évolution, recueillir les informations terrain, les adapter, voir quelle vision tu peux appliquer à ce produit. Alors pour donner un exemple concret, là en l'occurrence par exemple chez Zoom, c'est un éditeur de logiciels, application de visioconférence, mais pas que. C'est ça le produit. Quand on parle de produit dans ce contexte-là, c'est vraiment le logiciel. Et faire évoluer le produit, ça va être ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Et les équipes product vont bosser sur ce type de sujet-là. Donc oui, tu l'as dit, soit une voie beaucoup plus commerciale, soit une voie beaucoup plus technique en se spécialisant. Il y a aussi la possibilité de rester sur ce job en évoluant et en passant différents grades, jusqu'à éventuellement passer sur du management, ce qui a été ton cas. Mais avant ça, tu es passé, donc après plusieurs années dans un écosystème d'entreprise plutôt française, tu as découvert le monde des boîtes américaines, avec Poly, si je ne me trompe pas, Polycom à l'époque. Polycom à l'époque. Qu'est-ce que ça change pour toi d'intégrer Polycom? Je découvre, enfin, pour moi, c'est un petit peu comme la première fois qu'on va aux États-Unis, c'est-à-dire que je découvre un monde un peu disproportionné, on va dire, avec... alors déjà, pour moi, c'était vraiment le step suivant par rapport à ma carrière, même si encore une fois, c'était pas forcément un calcul, mais je me disais que si je voulais encore évoluer, et puis avec cette appétence que j'avais au niveau du produit, de la technique, c'était être au plus proche finalement, ceux qui construisaient les solutions. Et donc là, effectivement, je découvre une entreprise américaine avec tout le bon côté et tous les extrêmes, j'ai envie de dire, d'une entreprise américaine, c'est-à-dire à la fois un côté très innovant, tout le temps novateur, des nouvelles solutions qui sortent, le côté on sort une solution, elle marche pas au bout de 6 mois, et bah tant pis, on arrête, on n'a pas peur et on en relance une autre. Ouais. Tout ce côté vraiment un peu fou du rêve américain d'une certaine manière. Et puis à côté de ça aussi tout le côté beaucoup moins stable. On n'est plus dans une entreprise qui a sa petite croissance d'année en année, avec une certaine stabilité. Là, on est face à des rachats, l'entreprise publique qui redevient privée, des rumeurs à droite à gauche, d'acquisitions, etc. Donc vraiment, c'est plus un long fleuve tranquille. Et c'est vrai qu'il faut s'habituer à ça, et ça peut ne pas convenir à tout le monde, ce type d'entreprise, parce que c'est très demandeur. Ça peut être aussi au bout d'un moment fatigant d'un point de vue vraiment purement mental, psychologique. Il faut être prêt. Il faut être prêt à... Bien sûr. Je pense que c'est aussi une des raisons pour... Et c'est très excitant, pardon. Ouais, c'est aussi une des raisons pour laquelle on retrouve des salaires quand même globalement un peu plus élevés que dans d'autres industries, parce que ce qu'on dit pas souvent, c'est que c'est un milieu hyper exigeant. C'est un milieu hyper exigeant où il faut constamment se renouveler, d'année en année, les équipes sont chamboulées, les territoires sont chamboulés, ça demande une énorme capacité d'adaptation. Et puis, ça reste quand même des sujets assez complexes qu'il faut pouvoir vulgariser, qu'il faut pouvoir simplifier, surtout quand on exerce les métiers que toi et moi faisons. Donc voilà, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Mais là, en l'occurrence, l'avantage majeur, c'est que ça te propulse aussi dans une autre dimension en termes de carrière et je crois même en termes de salaire. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand tu passes chez Polycom, que tu constates un changement énorme, ou déjà même avant Non, en passant chez Polycom, je constate un changement en termes de salaire. J'ai plus l'ordre d'idée, mais je sais que c'est une vraie étape, en tout cas.
parce qu'on va me demander aussi beaucoup plus de choses en termes de responsabilité, en tant qu'avant-vente. Comme tu le dis, il y a énormément de pression aussi, hein. Mine de rien, il y a la pression commerciale, il y a de la pression aussi sur la partie être toujours à jour techniquement. Donc tout ça, finalement, bah voilà, tu sens que tu passes un step. Ouais. Tu passes une marche, quoi. Et Polycom, du coup, en quelques mots, c'est une entreprise de hardware, c'est ça, qui vend quel type de produit? Oui, c'est une entreprise de hardware qui fait un tout petit peu de software, mais qui fait essentiellement du hardware, notamment les fameuses pieuvres de conférence. Tu restes dans la dimension visioconférence toujours, mais là, ta carrière prend aussi une dimension un peu plus internationale. T'es amené à voyager dans le cadre de ton métier aussi? Oui, on voyage un petit peu, même si bon, le territoire que je couvre est essentiellement un territoire francophone. Donc il y a effectivement un peu plus. On va dire que la dimension internationale, elle intervient du fait que les interactions au sein de l'entreprise sont multiples et sont à la fois avec des personnes qui peuvent être en Angleterre, aux États-Unis, là où il y a vraiment la R&D, le product management. Donc finalement, il y a cette dimension internationale qui s'ouvre d'un point de vue vraiment interne. Les interactions qu'on peut avoir. Tout se fait en anglais, tu parles avec des personnes dans tous les pays du monde, sur différents fuseaux horaires. Toi, tu étais déjà à l'aise en anglais à ce moment-là? Non. J'avais fait un peu d'anglais comme tout le monde, mais c'est vrai que je le dis souvent, j'ai vraiment appris l'anglais en entreprise. Et c'est des expériences comme celle-ci, comme celle de Polycom, et encore plus, j'ai envie de dire, celle de Zoom, qui ont vraiment assis mon niveau au niveau de l'anglais, d'avoir des interactions quotidiennes. Forcément, il y en a pas mal qui osent pas trop se lancer, justement par peur de pas avoir un anglais assez bon. Il faut pas. Alors que toi, comme moi, on en a entendu des sacrés accents en anglais. Donc ouais, on est clairement, il faut pas. Bon, si tu as la base au moins, si tu es capable de comprendre et d'avoir une conversation, tu vas apprendre sur le tas, il faut se lancer et let's go, quoi. Oui, et puis il faut toujours se dire que face à des anglophones, on parle une langue de plus. Donc faut pas rougir, je pense. Et aujourd'hui encore, j'en vois en entreprise qui n'ont pas peur, qui font des franglicismes à mélanger. Enfin voilà, c'est assez rigolo et ça passe. Ouais, c'est clair. Donc là, après plusieurs années chez Poly, tu as fait quoi, une dizaine d'années quand même? Non, j'ai fait moins que ça. J'ai dû faire 5 ans. Ok, ah oui, d'accord, 5 ans. Là, tu rejoins le monde du soft, cette fois-ci, avec Zoom, en 2019, c'est ça? Tout à fait, 2019. Donc vraiment, juste avant le Covid. Ouais, juste avant, je crois que c'est octobre 2019 que je rejoins. Tu rejoins, et donc c'était quoi, mars 2020, du coup? C'est ça. C'est une période qu'on a tous un peu envie, voilà, d'oublier quelque part, mais ça se fait vraiment juste avant. Et là, pour toi... en fait, j'imagine qu'il y a un avant-après, non, chez Zoom, qui a été au cœur, qui a littéralement explosé au moment du Covid. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses? Comment ça se passait juste avant le Covid et qu'est-ce qui a changé à l'arrivée du Covid? Et c'est en lien aussi avec ce que tu disais sur le fait que tout change si vite, que tout peut être bouleversé dans la tech. Non, c'est vrai que je rejoins Zoom, une entreprise qui n'est pas forcément très connue sur le papier avant la pandémie. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent, on va dire, dans ce milieu-là, qui la connaissent, mais ça reste quand même un petit milieu. Et donc, je rejoins honnêtement ce que je considère comme une start-up à l'époque. Je mets les pieds on a un petit bureau dans un coworking, on est 8-10 personnes. Vraiment petite entreprise, on fait avec nos moyens du bord, on est vraiment très autonome dans la manière de fonctionner. Ouais, vraiment petite structure, mais très dynamique. Et je sens qu'il y a vraiment une culture d'entreprise assez forte déjà à l'époque. Mais ouais, on est sur quelque chose de vraiment ambiance start-up. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Zoom ? En fait, ce qui m'a motivé, c'est vraiment cette culture d'entreprise. C'est-à-dire, j'en entendais, de par certaines connaissances, vraiment j'avais des très bons échos. Et j'avais ce côté-là, c'est une entreprise qui... tu sais, il y a le fameux We Care que tu as entendu quand tu étais chez Zoom. C'est-à-dire qui fait attention à ses clients, qui fait attention à ses employés. Et vraiment, j'ai eu cet attrait. Premièrement, cette culture, et puis deuxièmement, moi, dans mon showroom Polycom, j'avais les différentes technologies qui tournaient, et c'est vrai que lorsque je testais un peu, je voyais bien que Zoom, ça marchait quand même vachement bien. Et donc, il y avait à la fois cette appétence technologique, ce côté culture qui m'excitait, et puis
c'était encore une fois une nouvelle opportunité en termes de découvrir des choses. Le software, je ne connaissais pas ce monde. Je me souviens que mes anciens collègues de Polycom me disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas vendre des licences? Enfin, tu vois, c'était ça. Alors que nous, on vend des caméras, des pieuvres, etc. Non, tu vas vendre quoi? Quelque chose d'immatériel. Voilà, quelque chose d'immatériel, exactement. Et donc ça, c'est vraiment, ça m'a excité, ça m'a intéressé. Ok, hyper intéressant. Et il y a une dimension aussi qui est intéressante dans ton parcours, c'est que t'as passé combien de temps à être ingénieur avant-vente? Enfin, là, tu l'es toujours, t'es manager, mais ça fait combien de temps que t'es sur ce métier-là? Je pense que ça doit faire une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire que t'as trouvé ta voie, mais quand même, pour faire 15 ans dans un métier, c'est que ça te plaît un minimum. Et c'est rigolo parce que quand on réfléchissait un peu on se faisait rétrospectivement ton parcours, où tu me disais un peu, je suis arrivé un peu par hasard sur certaines choses, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui l'expliquaient. Il y a cette dimension de stratégie, de jeu qu'on peut retrouver dans le métier de sales, où finalement tout ça n'est qu'un jeu. On a un objectif et on va avancer nos différents pions pour gagner cette partie. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ouais, non, je pense que tu as tout à fait raison. En tout cas, moi, c'est quelque chose. Moi, je suis un grand joueur. J'adore ça. J'adore tout ce qui est jeu de stratégie, etc. J'en ai des piles à la maison. D'ailleurs, ma femme me dit qu'il va falloir que j'arrête. Mais il y a ce côté-là que je retrouve énormément dans le jeu commercial, dans la stratégie commerciale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est excitant quand on essaye de penser à un plan avec un commercial, quand on essaye de penser aussi à la stratégie qu'on va aborder avec un client, la manière dont le partenaire va intervenir, etc. dans toute cette équation, et puis de voir le plan qui se réalise. Puis des fois, le plan qui ne se réalise pas non plus, mais il y a tout ce côté très intéressant et de s'adapter à la situation. Je trouve que c'est pas mal aussi tu sais, de gamifier aussi un peu tout ce monde corporate dans lequel on est, parce que parfois, je trouve que on se prend un peu trop au sérieux, tu vois. Ça reste quand même du travail, ça reste un grand jeu, et se dire que voilà, tout ça n'est qu'un jeu, finalement, je pense que ça aide à pas mal prendre de recul, à garder un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Ce n'est que du business quelque part, et je trouve ça intéressant. Est-ce que toi, tu dirais que tu as fini le jeu? Que j'ai fini le game? Est-ce que tu as fini le game? Non, le game de l'avant-vente? Non, je ne l'ai pas fini parce que même là, si j'ai pris un poste de manager, je continue à être présent sur les gros dossiers, sur les gros clients, parce que j'aime ça, parce que j'aime encore participer à cette réflexion-là. Et je pense qu'il ne faut pas que le jeu se finisse, en fait, parce que sinon, il faudrait que je passe à autre chose, quoi. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai envie de continuer à jouer, j'ai envie de continuer à avancer les pions, et même si je suis un peu plus en retrait, j'aime toujours participer à cette réflexion. En tout cas, c'est quand même encourageant d'entendre qu'après 15 ans, on peut encore s'amuser, encore percevoir le jeu dans son expérience, et qu'il n'y a pas de routine qui s'installe. C'est aussi ce que je trouve top dans la tech, avec cet environnement changeant. On évoquait, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, à titre perso, j'ai besoin de constamment renouveler les choses, d'être stimulé par de nouvelles choses. Donc moi, ça me convient très bien. Justement, parlons de ton expérience de manager. Ça fait pas super longtemps que tu es manager. Là encore, c'était pas forcément un plan de carrière. Tu t'étais jamais réellement dit je veux être manager. Mais on te l'a proposé. Ouais, tout à fait. Je pense que là, par contre, contrairement à d'autres moments dans ma carrière ou dans ma vie, j'ai un peu plus pris la décision par moi-même que vraiment me laisser porter. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu de plan d'être manager. Même je me souviens, il y a plusieurs années de ça, quand on me posait la question, je disais non, mais qu'est-ce que je vais faire en tant que manager? J'avais du mal à matérialiser finalement ce que c'était réellement que ce métier de manager. Et encore aujourd'hui, je veux dire, ça fait quoi, 1 an et demi que je suis responsable de l'équipe, et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai eu beau lire des livres, j'ai eu beau essayer de suivre quelques trainings en ligne, j'arrive pas encore à matérialiser, si tu veux. Je pense que chacun se forge un petit peu ce rôle-là par rapport à ce qu'il sent. Il y a bien sûr des choses qui doivent être faites, il y a bien sûr des responsabilités qui doivent être prises, mais on se forge quand même pas mal, de mon point de vue. Alors, j'aurais peut-être pas ce discours-là dans quelques années, après plusieurs années d'expérience, mais aujourd'hui, je le considère vraiment comme quelque chose que je vais modeler un peu à mon image, à la manière dont je vois les choses, plutôt que d'être dans si tu veux, une case ou un périmètre bien défini. Et là encore, tu n'as pas particulièrement été formé
pour faire ce métier, donc tu apprends encore sur le tas. Et je trouve que c'est une belle leçon à tirer de toute cette histoire, parce que finalement, ce que tu nous apprends, c'est que en y mettant la bonne attention, la bonne énergie, en étant bienveillant, fidèle à soi-même, bon avec les autres, curieux, en fait, on peut avoir une très belle carrière qui nous permet d'avoir une super belle évolution. Et moi, je trouve ça formidable, admirable d'avoir réussi à faire tout ça et tout ce que tu as fait en autodidacte. C'est une réelle source d'inspiration pour moi. Et je pense que voilà, on a eu l'occasion d'évoquer de nombreux sujets. Est-ce que peut-être pour conclure, tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, qui veulent s'orienter sur des métiers comme celui de l'avant-vente ou juste dans la tech? Qu'est-ce que toi, tu pourrais partager comme tips? Comme tips, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut être curieux. Je pense que c'est important. Il faut être curieux. Et ça me faisait sourire quand on parlait tout à l'heure, mais faut vraiment prendre ça comme un jeu et continuer à vouloir jouer. Je sais que toi, tu es beaucoup comme ça, pour t'avoir connu. Donc, il y a ce côté-là. Moi, c'est le centre aéré après. On fait des comédie clubs. C'est vrai. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est important, cette notion de. C'est assez bateau, mais je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on est là, et c'est pour ça que je pense aussi que j'ai jamais fait de plan de carrière, c'est-à-dire de me dire il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, parce que j'arrivais pas à me rendre compte de ce que ça donnerait vraiment et si ça allait me convenir. Et finalement, c'est en tentant les expériences aussi, en les multipliant, qu'on s'aperçoit de ce qui nous convient, donc on se découvre aussi nous-mêmes. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, tu as parlé tout à l'heure de l'anglais, de différentes choses, des connaissances techniques en tant qu'avant-vente, où tu te sens de temps en temps peut-être un petit peu challengé. Je pense qu'il faut avant tout avoir confiance en soi et pas hésiter à avancer. Et je pense que c'est la meilleure chose comme moteur, en fait, finalement. C'est top. Écoute, je te remercie infiniment pour ces mots, François. Ça a été un plaisir de revenir sur ton parcours avec toi. On se connaît quand même très bien depuis le temps, si bien que tu étais même à mon mariage. Donc, c'est dire la proximité. Et c'était un réel plaisir de t'avoir parmi nous à ce moment-là. Mais je suis ravi qu'on ait pu un peu aussi creuser sur tout ça. Tu vois, pour moi, je te le dis, t'es une réelle source d'inspiration. Je te dis pas ça pour t'encenser, c'est aussi l'opportunité pour moi de te le dire, même si on a eu l'occasion déjà d'en discuter, mais t'es vraiment quelqu'un qui qui vit à fond l'instant présent, pour qui la dimension de famille, toutes ces valeurs-là, c'est très important. T'as des moments sacrés avec tes amis, avec ta famille. Et voilà, ce que je remarque de tout ça et de ton expérience, c'est que ça te permet d'avoir une vie qui est très équilibrée, qui est très saine, et ça, c'est hyper inspirant. Donc j'espère que ça en inspirera d'autres, ceux qui nous écoutent. Moi, en tout cas, ça m'a inspiré, ça continuera de m'inspirer. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Sofiane. Tout le plaisir était pour moi, François. J'espère que cet épisode de Tademy Talks vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir, à nous poser des questions si vous en avez, que ce soit sur le métier d'avant-vente ou autre. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre et à très bientôt.